Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question absolument fondamentale, peut-être la question la plus essentielle du monde vivant. C'est une question qui paraît toute simple, mais les réponses, elles, sont d'une complexité et d'une ingéniosité folle. En fait, au fil de l'évolution, on peut dire que la vie a mis au point deux grandes stratégies maîtresses pour y parvenir. D'un côté, on a la reproduction sexuée, celle qui adore mélanger les cartes génétiques pour créer de la nouveauté. Et de l'autre, la reproduction asexuée, qui, elle, mise tout sur la copie conforme, sur l'efficacité. Alors pour bien comprendre tout ça, on va commencer par la première méthode. La reproduction sexuée, au fond, c'est avant tout une histoire de rencontre. La rencontre entre deux cellules bien particulières. Mais attention, prouver que cette rencontre était indispensable, eh bien ça n'a pas été si évident. Voilà la définition de base, celle qu'on connaît tous, la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. C'est la fécondation. Et ça donne une cellule œuf, le point de départ de toute une nouvelle vie. Mais la question c'est, comment a-t-on été sûr que ce contact physique était obligatoire ? Eh bien, la réponse vient d'une expérience assez géniale et un peu comique, il faut l'avouer, au XVIIIe siècle. Un scientifique a eu l'idée d'enfiler des petits caleçons à des grenouilles mâles. Résultat, les œufs pondus par les femelles ne se sont jamais développés. La preuve était faite. Sans contact direct entre les gamètes, rien ne se passe. La fécondation, ce n'est pas magique, c'est physique. Bon, d'accord, les gamètes doivent absolument se rencontrer. Mais dans la nature, qui est immense, comment les organismes s'arrangent-ils pour que ça arrive ? La première piste, c'est de regarder où ils vivent. Pour les espèces qui vivent dans l'eau, comme les poissons, c'est assez simple. On libère les cellules reproductrices directement dans le milieu ambiant. C'est la fécondation externe. Mais sur la terre ferme, évidemment, ça ne peut pas marcher. La solution, c'est donc la fécondation interne, qui se passe à l'intérieur du corps et qui, bien sûr, implique un accouplement. Et là, on arrive à une autre question tout aussi logique. Que ce soit dans l'eau ou sur Terre, comment est-ce qu'on s'assure de trouver le bon partenaire au bon moment ? Les stratégies développées sont absolument fascinantes. En gros, il y a trois grandes familles de solutions. La communication chimique, le grand spectacle de la séduction, ou faire appel à un service de livraison externe, tout simplement. Les signaux chimiques, par exemple, sont d'une puissance incroyable. Prenez le papillon Bombix. Un simple bout de papier qui a touché une femelle peut attirer des mâles à des kilomètres à la ronde. C'est la magie des phéromones, de véritables messages d'amour transportés par l'air. D'autres espèces, elles, misent tout sur le visuel, sur le show. L'araigne pont mâle, par exemple, se lance dans une parade nuptiale complètement folle. Une danse hyper complexe où elle soulève son abdomen aux couleurs éclatantes. C'est seulement si le spectacle plaît à la femelle que l'accouplement aura lieu. Et les plantes alors, comment font-elles, elles qui sont immobiles ? Eh bien, elles utilisent des intermédiaires. Elles confient leur pollen, qui contient les cellules mâles, au vent ou à des insectes, comme les abeilles, qui vont se charger de faire le voyage et d'assurer la fécondation. Un véritable service de pollinisation. Mais attention, trouver un partenaire et réussir la fécondation, ce n'est en fait que la première partie de l'histoire. Pour que la reproduction soit un vrai succès, il faut une condition essentielle, un environnement favorable. Regardez un peu ces chiffres, c'est passionnant. On a étudié la ponte des coccinelles en fonction de la quantité de pucerons, leur nourriture. Le lien est limpide. Avec seulement 10 pucerons à disposition, une femelle pond 3 œufs. Mais si elle a accès à 40 000 pucerons, ce chiffre monte à 28. La tendance est plus qu'évidente. Et ce graphique le confirme de manière spectaculaire. Plus il y a de nourriture, plus le nombre d'œufs explose. C'est la preuve que l'abondance des ressources est le véritable carburant de la reproduction. Voilà le point essentiel à retenir. La reproduction, ce n'est pas juste une affaire de biologie, c'est aussi une affaire d'économie et de ressources. Sans assez de nourriture, l'équation ne fonctionne tout simplement pas. C'est une loi immuable dans la nature. Bon, maintenant qu'on a bien exploré la stratégie sexuée, passons à l'autre grande approche. Une approche radicalement différente, qui se passe de partenaires, de parades et de toute cette complexité. Et dans ce domaine, les plantes sont de véritables championnes. Le fraisier, par exemple, envoie des tiges rampantes, les stolons, qui vont s'enraciner un peu plus loin et créer un tout nouveau plant, un clone parfait. Le muguet fait pareil, mais sous terre, avec ses rhizomes. C'est une technique géniale pour conquérir un territoire rapidement. Et chez les organismes unicellulaires, comme la paramécie, c'est encore plus direct. Un individu se divise littéralement en deux pour donner naissance à deux clones parfaits. C'est la reproduction asexuée dans sa forme la plus pure. 1 devient 2. Point final. L'avantage d'une telle stratégie, il saute aux yeux, c'est l'efficacité et la vitesse. Pas de temps perdu à chercher un partenaire, pas d'énergie dépensée en rituel de séduction. Quand les conditions sont bonnes, c'est la stratégie idéale pour coloniser un milieu à toute vitesse.